Viens un peu ici, toi. Qu'est-ce que vous venez faire chez moi, dans ma propriété? Je suis venu récupérer ce qui m'appartient, monsieur. Ce jeune voleur s'est enfui en emportant des fers à cheval et un sac de clous qu'il a pris dans ma forge. En avez-vous la preuve? La preuve est que ce qu'il m'a volé est là. Alors je ne voudrais pas être obligé d'appeler la police. Ils sont mes invités et ils ont le droit d'être sur mes terres. Mais vous n'en avez pas le droit, monsieur Thorne. Vous ne me faites pas peur, docteur. Sortez de ma propriété! Revenez le plus vite possible. Je vous assure que vous n'avez aucune inquiétude à avoir, ma chère. Nous serons mariés dans quelques semaines. Il faut que je reparte pour Londres. Au revoir, monsieur. Je tiens à vous remercier de ce très agréable week-end. J'espère vous donner un peu plus de mal aux échecs la prochaine fois. Oui, mais rassurez-vous, vous avez été un adversaire très valable. Je vous remercie. Je raccompagne Percy et je reviens tout de suite. Oui, va. Allez m'attendre à l'entrée du parc, voulez-vous? Bien, monsieur. Ils étaient entrés sans en avoir le droit. Je l'ai jeté à l'eau. Et voilà tout. Mais enfin, père, je n'arrive pas à croire que Thorne aurait pu... Je ne te permets pas. Tu fais partie de cette conspiration contre moi, toi aussi. Oh, non, père. Je vis avec vous. Mais plus pour longtemps. Hein. Tu vas partir dès que tu auras épousé cet Armitage. Oui, qu'est-ce que c'est? Père, qu'est-il arrivé à ma chambre? On vient de découvrir qu'il y avait un défaut de construction. Mieux vaut que tu ailles dans la chambre de ta sœur jusqu'à la fin des travaux. La chambre de Julia? Je ne pourrais pas y dormir. Pourquoi, s'il te plaît? Je ne pourrais pas. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une chambre très confortable. J'ai ordonné à la gouvernante de la préparer. Tu n'as plus qu'à réunir tes affaires. Bonne nuit.
Ça va ce soir, mon garçon? Bonne nuit. Bonne nuit, mon garçon. Ah, je suis désolé, Watson, mais il semble que le sort s'abatte sur nous ce matin. Quoi? Madame Hudson a été réveillée. Elle s'est vengée sur moi et moi sur vous. Enfin, il n'est que 7h15. Qu'est-ce qu'il y a? Le feu? Non, non. Une cliente. Il faudra attendre un moment avant qu'elle tire, monsieur. Bon, seulement un petit moment. Madame Hudson est maîtresse dans l'art d'allumer un feu de cheminée. Ah, voici mon ami intime et associé, le docteur Watson, devant qui vous pouvez parler tout aussi librement que devant moi. Je suis enchanté. Oh, Madame Hudson, auriez-vous la gentillesse de servir une tasse de café bien chaud à cette jeune femme? Je crois remarquer que vous frissonnez. Ce n'est pas le froid qui me fait frissonner. Qu'est-ce que c'est? C'est la peur, monsieur Holmes. C'est la terreur. N'ayez plus peur. Vous avez frappé à la bonne porte. Nous allons vous aider. À ce que je vois, vous êtes venu par le train ce matin. Alors vous me connaissez? Non, mais j'ai remarqué la seconde moitié d'un billet de retour dans la paume de votre gant gauche. Vous êtes parti tôt, mais vous avez dû faire un trajet dans une charrette anglaise sur des routes difficiles pour arriver à la gare. Oh, ne voyez là aucun mystère. Sur votre manche gauche, il y a des éclaboussures de boue qui se trouvent à 7 endroits différents. Les marques sont fraîches. Il n'y a aucun véhicule, mis à part la charrette anglaise, qui éclabousse de cette façon si particulière. Et cela n'arrive que lorsqu'on est assis à gauche du cocher. Oh, tout cela est parfaitement vrai. Je suis dans une situation si difficile que je deviendrais folle si ça devait continuer. J'ai entendu parler de vous par Madame Farintosh, à qui vous avez apporté une aide précieuse. Farintosh. Ma chère Hélène, il m'est difficile de vous conseiller vu que rien de ce que vous me dites n'est certain. Mais je sais que vous êtes une fille sensée et loin d'être hystérique. Donc, en tant qu'une des meilleures amies de notre pauvre maman, je ne peux que vous suggérer, si votre peur persiste, d'aller voir très vite Monsieur Sherlock Holmes au 221B Baker Street. Farintosh, oui, ça y est, je me rappelle cette affaire. Il s'agissait d'une tiare en opale. Je crois que vous n'étiez pas encore avec moi, Watson. Merci, Madame Hudson. Croyez-vous pouvoir m'aider, moi aussi? Pour le moment, je ne suis pas en mesure de récompenser vos mérites, mais dans quelques semaines, je serai mariée et je disposerai comme je voudrais de mes Je serais revenus. trop heureux de consacrer autant de soins à votre affaire que j'en ai consacré à celle de votre ami. J'ajoute que ma profession porte en elle-même sa propre récompense. Et vous avez toute liberté de me rembourser au cas où je devrais faire quelques dépenses quand cela vous conviendra le mieux. Et maintenant, je vous demande de nous exposer les faits de façon à ce que nous puissions avoir une opinion précise sur l'affaire qui vous amène. Je m'appelle Hélène Stoner. Je vis avec mon beau-père, le docteur Grimsby Roylott, qui est le dernier survivant d'une des plus vieilles familles saxonnes d'Angleterre. Les Roylott de Stockmoran, ce nom m'est familier, me semble-t-il. Mon beau-père est médecin et très compétent. Il avait une grosse clientèle quand il exerçait son métier aux Indes, à Calcutta. Ah, Calcutta. Le docteur Watson a lui aussi pratiqué la médecine aux Indes. Oui, j'étais alors attaché au 5e régiment de fusiliers. Je vous en prie, continuez, mademoiselle Stoner. À Calcutta, il a épousé ma mère.
Elle était la veuve du général Stoner qui commandait un régiment d'artillerie. Je n'avais que 2 ans quand ma mère s'est remariée. Et ma sœur, Julia, avait 5 ans de plus que moi. Notre mère avait une fortune qui lui permettait d'avoir des rentes, environ 1000 livres par an. Elle a légué cette fortune au docteur Roylott qui en dispose tant que nous vivons avec lui. Pardonnez-moi, votre mère est morte alors? Peu de temps après notre retour en Angleterre, elle a été tuée. Dans un accident de chemin de fer. Mon beau-père a alors abandonné l'idée d'ouvrir un cabinet pour exercer sa profession à Londres. Et il nous a emmenés dans la demeure de ses ancêtres à Mais Stockmorton. l'argent que votre mère vous a laissé était suffisant pour vous offrir ce que vous vouliez. Il n'y avait aucun obstacle à votre bonheur. C'est vrai, mais tout à coup, mon beau-père a beaucoup changé. Au lieu de se faire des amis et d'échanger des visites avec nos voisins, qui ont d'abord été très heureux de voir un Roylott revenir dans la demeure de ses ancêtres, il s'est enfermé dans sa maison et il se querellait tout le temps avec les gens. À certains moments, il est difficile de lui éviter des ennuis avec la police. Il est devenu la terreur du village. Il autorise les visiteurs? Non, excepté mon fiancé et quelques gitans nomades. Des gitans? Des vagabonds à qui il a donné le droit de camper sur ses terres. Il disparaît parfois avec eux pendant des jours. Avec ce que je viens de vous dire, vous imaginez facilement que ma pauvre sœur Julia et moi, nous n'avions pas une vie très heureuse. Aucun serviteur ne voulait rester, alors c'est nous qui avons dû entretenir la maison. Quand je l'ai perdue, elle n'avait que 30 ans. Mais ses cheveux commençaient déjà à blanchir, comme les miens. Quand votre sœur est-elle morte? Il y a juste 2 ans. C'est de cela dont je suis venue vous parler. Oh non, là vous trichez. Oh non. Avec la vie que nous menions, nous n'avions que peu de chance de rencontrer des gens de notre âge et de notre condition. Mais on nous permettait parfois de recevoir de courtes visites. Il y a 2 ans, Julia avait rencontré un officier de marine avec qui elle s'était fiancée. Votre beau-père approuvait cette union? Il n'avait soulevé aucune objection. Mais 15 jours avant le mariage, l'horrible événement se produisit et me priva de mon unique compagne. Je vous en prie, soyez plus précise quant aux détails. C'est facile. Les moindres détails de cette nuit sont gravés dans ma mémoire. Il était tard, aux environs de 11 heures. Julia est venue dans ma chambre. Il fume encore ces horribles cigares. Tu devrais prendre cette chambre jusqu'à ton mariage. Oh, Hélène. Je suis tellement heureuse. Tellement. Et en même temps, je suis malheureuse de te laisser toute seule ici. Mon tour viendra sûrement. Tu vas me manquer. Ne dis pas ça. Je viendrai te voir. Et puis tu sais, ton fiancé m'a promis de me trouver un officier qui aura autant de galons que lui et qui sera beaucoup plus joli garçon. Julia, qu'est-ce qui se passe? Hélène, est-ce que tu as entendu quelqu'un siffler au milieu de la nuit? Je suppose que ce n'est pas toi qui siffles en dormant. Bien sûr que non, pourquoi? Ces dernières nuits, toujours aux environs de 3 heures du matin, j'ai été réveillée par un sifflement doux et bas. Je ne sais pas d'où il venait, mais je me disais que tu l'avais entendu. J'ai un sommeil plus profond que le tien. C'était peut-être un gitan qui sifflait. Bien. Ce n'est pas grave. Hélène. Est-ce que vous vous enfermez toujours pendant la nuit? Toujours.
Mon beau-père a une passion pour les animaux sauvages. Un léopard et un babouin errent continuellement en liberté dans le parc. Nous ne nous sentions en sécurité avec Julia que si les fenêtres et les portes étaient verrouillées. Je ne pouvais pas dormir. J'avais le pressentiment qu'un malheur allait arriver. Julia! Julia! Je t'en supplie, aide-moi! Aide-moi! C'est le ruban. Le ruban moucheté. Chut. Je vais chercher Père. Non! Non, s'il te plaît, Hélène! Hélène, non! Retourne te coucher, Hélène. Je vais m'occuper d'elle. Désolée de pleurer devant vous, messieurs. Ma sœur et moi étions très proches. Oui, bien sûr. Ce que vous avez vécu est horrible. Et vous n'avez aucune idée de ce qui a pu causer... Ce sifflement et ce bruit métallique, vous êtes sûr que c'est ce que vous avez entendu? C'est du moins ce que j'ai eu l'impression d'entendre. Il est possible que je me sois trompée. Votre sœur était-elle habillée? Elle était en chemise de nuit. Il y avait une bougie par terre et un morceau d'allumette brûlé. Elle a donc certainement été réveillée par quelque chose. Et elle a allumé la bougie pour voir ce qui se passait. À quelle conclusion le coroner en est-il arrivé? Il a fait une enquête très poussée, mais il n'a pas pu trouver de raison expliquant la mort de Julia. Si l'on s'en réfère à ce que vous dites, la porte était fermée à clé de l'intérieur, les fenêtres bloquées par des volets qui étaient fermés chaque soir. Il est donc tout à fait certain que votre sœur était seule quand ce malheur est arrivé. Oui. De plus, il n'y avait pas la moindre trace de violence sur elle. A-t-on pensé au poison? On a recherché les traces de poison, mais ça n'a rien donné. Qu'est-ce qui, selon vous, aurait causé la mort de votre malheureuse sœur? Je suis persuadée que Julia est morte de peur ou d'un choc nerveux. J'ai beau chercher ce qui a pu la terroriser, je n'arrive pas à trouver. Qu'avez-vous conclu en repensant à ce ruban moucheté? Délirium ou... Ou alors, ces gitans dont elle parlait, ces nomades qui vivent chez vous, portent des mouchoirs de couleur autour du cou. Il y a certains mystères qui dorment en eau profonde. Que s'est-il passé après la mort de votre sœur? Ma vie a été plus solitaire que jamais. Jusqu'à il y a un mois, quand un de mes amis, que je connaissais depuis des années, m'a fait l'honneur de me demander en mariage. Il s'appelle Monsieur Percy Armitage. Mais vous alliez vous marier dans quelques semaines. Alors, pourquoi êtes-vous venu ici alors que le bonheur vous attend? C'est qu'hier, les réparations ayant commencé, les murs de ma chambre étaient percés. Ce qui fait qu'hier soir, j'ai été forcée d'aller dans la chambre où Julia était morte. Forcée de dormir dans le même lit qu'elle. Oh, imaginez ma terreur quand j'ai été réveillée par le même sifflement que celui qu'elle avait entendu avant de mourir. Vous avez allumé? Oui, mais je n'ai rien vu. Oh, j'étais trop nerveuse pour dormir. J'ai quitté la maison sans bruit, j'ai loué une voiture avec un cocher, je suis venue à Londres vous demander conseil. Vous avez très bien fait. Mais est-ce que vous m'avez tout dit?
Oui? Ce n'est pas vrai, mademoiselle Stoner. Vous essayez de couvrir votre beau-père. C'est un homme très violent. Mais c'est aussi le seul père que j'ai connu. Je crois qu'il va être temps de prendre le petit déjeuner. Il y a une foule de détails que je voudrais connaître avant de décider de la façon dont je vais agir. Si nous nous rendions à Stockmoran aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait jeter un coup d'œil sur la maison sans que votre beau-père le sache? Oh oui, tout à fait. Il doit justement aller en ville aujourd'hui pour affaires. Et les ouvriers? Oh, je n'en ai vu aucun. Il y a une femme de ménage qui vient du village, mais elle n'est là que le matin. Il n'y aura personne pour vous déranger. Excellent, Watson. Vous n'avez rien contre un voyage à la campagne? Mais bien sûr que non. Alors nous arriverons en début d'après-midi. Je serai là pour vous accueillir. Voulez-vous prendre le petit déjeuner avec nous? Non, merci beaucoup. Je sais maintenant que j'ai bien fait de venir. Ah, Madame Hudson. Merci. Bien. Si on rassemble tous les éléments, c'est-à-dire les sifflements nocturnes, la présence d'une bande de gitans qui sont très intimes avec le docteur, l'allusion de la sœur à un ruban moucheté, alors tout nous porte à croire que nous avons tout ce qu'il nous faut pour résoudre le mystère. Lequel de vous deux est Holmes? C'est mon nom, monsieur. Mais je n'ai pas l'avantage de connaître le vôtre. Je suis le docteur Grimsby Roylott de Stockmoran. Dans ce cas, docteur, veuillez vous asseoir. Non, je ne le veux pas. Je sais que ma belle-fille est venue chez vous ce matin. Qu'est-ce qu'elle est venue vous dire? Il fait encore assez frais à cette époque de l'année. Qu'est-ce qu'elle est venue vous dire? Mais on dit que les récoltes promettent d'être bonnes. Ah, vous ne voulez pas me répondre? Vous vous moquez de moi, monsieur. J'ai déjà entendu parler de vous. Vous êtes Holmes le touche-à-tout, Holmes la mouche du coche, Holmes le gratte-papier de Scotland Yard. Vous avez une conversation des plus divertissantes. Ayez la gentillesse de fermer la porte en vous en allant. En cette saison, il faut éviter les courants d'air. Je sortirai quand j'aurai dit ce que j'ai à vous dire. Je vous conseille de ne pas vous mêler de mes affaires. Je sais que mademoiselle Stoner est venue ici. Je suis un homme dangereux quand on me provoque. Je vous remercie, Madame Hudson. Ce n'était qu'un client. Il est d'une amabilité étonnante. Je ne suis peut-être pas aussi fort que lui, mais... Il a eu en plus l'insolence de me confondre avec un représentant officiel des forces de police. Cet incident donne du piquant à cette nouvelle enquête. J'espère que notre pauvre cliente n'aura pas à supporter les conséquences du fait que cette brute l'ait suivie jusqu'ici. Il y a quelque chose que j'aimerais approfondir. Il s'agit de la vie professionnelle de Roylott aux Indes. Si elle était si réussie que ça, pourquoi l'aurait-il abandonnée pour mener une vie d'aristocrate démuni? Mon ami Coombs doit le savoir. Coombs était à Calcutta à peu près à la même époque. Alors allez voir votre ami Coombs et demandez-lui ce que nous voulons savoir. De mon côté, je vais aller consulter certains documents qui, je l'espère, me donneront certaines indications nous permettant de faire avancer notre enquête. Retrouvons-nous à 1h sous l'horloge de la gare de Waterloo. Ceci, bien sûr, si vous avez fini de prendre votre petit déjeuner. Oh, votre revolver. Vous m'obligeriez en le glissant dans votre poche. Les armes sont toujours un excellent argument contre ces forces de la nature qui tordent les tisonniers en fond des nœuds. Ça et votre brosse à dents sont les seules choses dont vous aurez besoin. J'ai vu le testament de la mère de notre cliente.
Elle était en effet à l'abri du besoin. Elle avait une rente annuelle de 1100 livres à sa mort. Mais avec la chute des prix agricoles, cette rente n'est plus maintenant que de 750 livres. Chacune des filles à son mariage peut demander 250 livres. Donc si jamais les deux filles s'étaient mariées, notre monsieur Grimsby Roylott n'aurait plus qu'un maigre revenu. Et même un seul mariage suffirait à le ruiner. Oui. Conclusion, c'est lui qui a le meilleur mobile pour l'instant. Avez-vous pu trouver Coombs? Oui, je l'ai trouvé. Ça n'a pas été d'une grande facilité, mais j'ai finalement réussi à le trouver grâce à Swanson chez Barnes. Il a connu Roylott à Calcutta. Il a confirmé ce que notre cliente a dit. Et il a ajouté quelque chose de très étonnant. Voilà, il semble que toute une série de vols ait été commis dans sa maison à Calcutta. On a soupçonné un indigène qui était son domestique. Roylott a immédiatement voulu punir le voleur. Il était fou furieux et a battu à mort le pauvre garçon. Il a échappé de peu à une condamnation à mort, mais il a été condamné à une longue peine d'emprisonnement. Et celui qui est revenu vivre ici était amer, et en voulait à la terre entière. Ah, Watson. Quelle cruauté ici-bas. Quand un homme intelligent décide de se consacrer au crime, le pire est à craindre. Vous êtes en vacances, messieurs? Non, nous sommes architectes. Nous venons voir les maisons régionales. Ah, alors c'est pour ça que vous allez à Stockmoran. Il aurait été étonnant que vous y alliez pour le plaisir. Alors vous êtes en affaire avec le docteur Roylott? Oui, je pense qu'il s'appelle comme ça. Si vous me permettez un conseil, avec lui, il faut faire attention, monsieur. Selon les rumeurs, il n'avait pas toujours la cervelle à l'endroit. Vraiment? Figurez-vous qu'hier, monsieur Thorne, le forgeron, a eu la plus désagréable des aventures avec le docteur, à cause de ces voleurs de gitans qui campent sur ces terres. Oui, nous avons entendu parler de ces gitans et d'un léopard. Les gens racontent que le docteur a jeté monsieur Thorne dans la rivière dans un accès de colère épouvantable et notre forgeron est loin d'être une demi-portion. C'est inouï. Mais dites-moi, il n'est pas allé porter plainte? Il allait le faire, mais mademoiselle Stoller l'en a dissuadé. C'est la belle-fille du docteur. Elle l'a payé de son propre argent pour qu'il ne porte pas plainte. Enfin, du moins, c'est ce qu'on raconte. C'est une bien étrange histoire. Vous avez entendu, Holmes? Plus j'entends parler de notre nouvelle cliente, et plus mon admiration augmente. C'est une jeune femme très bien et à tout point de vue. Arrêtez-nous là, je vous prie, cocher. De qui parlez-vous, Watson? De Mademoiselle Stoner, bien sûr. Elle est admirable. Ah, Mademoiselle Stoner. Qu'est-ce que tu crois qu'on va rapporter aujourd'hui, papa? Tout s'est arrangé mieux que je ne le croyais. Le docteur Roylott est à Londres et il n'en vient pas avant ce soir. Mais nous avons déjà eu le plaisir de faire la connaissance du docteur. Ça veut dire qu'il m'a suivi? Oui. Il est arrivé juste après votre départ, mais Holmes l'a envoyé promener comme il le méritait. Il est si rusé que je ne me sens jamais en sécurité avec lui. Alors il ferait bien de prendre garde, où il pourrait trouver sur sa route quelqu'un de plus rusé que lui. Allons-y maintenant. Holmes, ne devrions-nous pas éloigner Mademoiselle Stoner de la maison cette nuit? Et éveiller les soupçons. Mais s'il s'en prend à elle? Nous ne serons pas loin. Alors là, c'est la chambre du docteur Roylott. Là, c'est celle de votre sœur, et là, c'est la vôtre. Oui, mais maintenant je dors dans celle-ci. Oui, pendant qu'on fait les travaux. Puis-je vous faire une remarque, mademoiselle? Oui. Il est assez inhabituel de voir des chambres se trouver au rez-de-chaussée. On a déplacé les chambres au rez-de-chaussée quand la maison a commencé à se détériorer. Ah oui, évidemment. Quelle tristesse. Cet échafaudage me semble un peu juste s'il y a vraiment tant de travaux à faire. On ne fait pas de travaux. Je pense que c'était une excuse pour me faire changer de chambre.
Ah, très intéressant. Maintenant, mademoiselle, voulez-vous avoir l'amabilité d'aller dans la chambre que vous occupez en ce moment et de bloquer les volets? What? Que faites-vous, Watson? J'utilise vos méthodes, Holmes. Je regarde avec attention le sol pour y trouver quelque chose. Et qu'avez-vous découvert? Les empreintes de vos pieds, je crois. Les miennes et celles de Mademoiselle Stoner. Et ceci. Personne n'aurait pu les forcer s'ils étaient bloqués. Allons voir à l'intérieur si nous trouvons quelque chose d'intéressant. Cette sonnette sonne chez qui? Dans la chambre de la gouvernante. C'est une installation récente? Oui, il n'y a que quelques années qu'on l'a installée. C'est votre sœur qui l'a demandé? Je ne l'ai jamais entendu s'en servir. Nous allons toujours nous-mêmes chercher ce qu'il nous faut. Ah, je vois. Voulez-vous m'excuser pendant que je satisfais ma curiosité en examinant le plancher? Elle ne marche pas. C'est très curieux. Une aération donnant dans une autre pièce. Voudriez-vous dire que ça devrait en réalité communiquer avec l'air extérieur? C'est également assez récent. C'est évident. Mademoiselle Stoner, avec votre permission, nous allons continuer nos recherches dans la chambre de votre beau-père. Qu'y a-t-il là-dedans? Mon beau-père y met ses papiers. Alors vous avez déjà regardé à l'intérieur? Une seule fois. Il y a plusieurs années, je me souviens que c'était plein de papiers. Y a-t-il un chat à l'intérieur? Non, quelle curieuse question. Très bien. Regardez ça. Non, nous n'avons pas de chat. Mais après tout, un léopard est un gros chat. Oui, mais une soucoupe serait insuffisante pour satisfaire un léopard. Mademoiselle, si c'est un léopard, vous le tenez en laisse. Avec ce genre de laisse, Watson? Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, c'est un modèle courant de laisse de chien, mais je ne vois pas pourquoi il y a une boucle. Nous n'avons pas de chien. Merci, mademoiselle. J'en sais suffisamment.
J'allais lui demander s'il voulait du thé. Mademoiselle, je dois vous dire qu'il est essentiel que vous acceptiez de suivre mes directives dans leurs moindres détails. Votre vie peut en dépendre. Oh, je ferai tout ce que vous me direz de faire. Tout d'abord, en venant ici, nous sommes passés devant une petite maison. L'abri du jardin. Est-ce que les fenêtres de la chambre de votre sœur sont visibles de ce pavillon? Oui. Vous en êtes certaine? Oui. Alors nous en ferons notre base. Il faut que vous mangiez. Nous avons déjà dîné, n'est-ce pas, Holmes? Y a-t-il une auberge décente? Il n'y en a qu'une. Très bien. Merci quand même. Maintenant, mademoiselle Stoner, quand votre beau-père reviendra, vous devrez vous enfermer dans votre chambre, en prétextant une migraine. Ensuite, quand vous entendrez votre beau-père aller se coucher, vous irez à la fenêtre, vous débloquerez la fermeture, vous ouvrirez les volets. Et vous laisserez votre lampe devant la fenêtre, car ce sera notre signal. Ensuite, vous prendrez quelques affaires et vous quitterez cette chambre pour passer la nuit dans votre ancienne chambre. Je suis persuadé que malgré les réparations, vous pourrez y dormir une nuit. Oui, bien sûr. Bon, maintenant, nous devons partir. Si le docteur Roylott devait rentrer et nous trouver ici, nous serions venus pour rien. Je pense, monsieur Holmes, que vous savez déjà ce qui s'est passé. Pour l'amour du ciel, dites-moi de quoi ma sœur est morte. Un peu de courage. Si vous faites ce que je vous ai dit de faire, alors soyez certaine que nous allons écarter le danger qui vous menace. Oui, on voit très bien les fenêtres. À votre avis, ça va prendre toute la nuit, Holmes? C'est possible. Tout est possible. Quand un médecin tourne mal, il est le plus dangereux des criminels. Il a du sang-froid et il sait ce qu'il fait. Palmer et Pritchard n'avaient pas leur pareil dans leur profession. Notre homme, lui, utilise tous les coups défendus. J'éprouve quelques scrupules de vous avoir entraîné ici. Nous avons affaire à un homme très dangereux. Si vous le voulez, je peux vous prêter main forte. Je vous remercie. Il est évident que vous en avez vu bien davantage dans ces chambres que moi je n'ai pu en voir, Holmes. Non. J'en ai probablement déduit un peu plus. Vous vous rappelez que mademoiselle Stoner nous a dit que sa sœur avait senti le cigare du docteur Roylott? Et alors? La ventilation. On installe une ventilation, un nouveau cordon, et une femme qui dort dans le lit meurt. Je ne vois pas très bien où est le rapport. Avez-vous remarqué quelque chose de particulier au sujet du lit? Non. Ce lit est fixé au plancher. On ne peut pas le déplacer. Il doit obligatoirement rester dans la même position par rapport à la ventilation et à cette corde suspendue. Disons que nous l'appellerons ainsi, vu que ce n'est pas un cordon de sonnette et qu'il n'a jamais été destiné à en être un. J'ai l'impression que je commence à voir où vous voulez en venir. Nous arrivons juste à temps pour prévenir le plus subtil et le plus horrible des crimes. Ah, doucement, doucement. Ah, conduis-le à l'écurie. Allez, bonsoir.
dois passer une bonne journée. Pas dépourvu d'intérêt. Où est-ce que tu es allé ce matin? J'avais décidé d'aller en ville. Je voulais faire quelques achats pour mon mariage. Tu savais que j'y allais. On aurait pu faire la route ensemble. Je suis partie très tôt. Oui. Oui, je sais. J'avais décidé de ne passer que la matinée en ville et d'être de retour pour le déjeuner. J'avais des choses à faire ici. J'aurais mieux fait de rester. Tu as toujours été une menteuse de premier ordre. Pardonne-moi, j'ai un affreux mal de tête. Holmes le touche-à-tout. Holmes la mouche du coche. Holmes le gratte-papier de Scotland Yard. Le signal. Couchez-vous! Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un babouin. Oh! Le personnel est curieux dans cette maison. Nous allons nous asseoir. Ne vous endormez pas. Votre vie peut en dépendre, Watson.
Vous le voyez, Watson? Vous le voyez? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est fini. Et que c'est peut-être une très bonne fin. Venez, Watson, et prenez votre revolver. Le ruban moucheté. C'est un serpent qui vit dans les marais. C'est le serpent le plus dangereux des Indes. Roylott est mort quelques secondes après avoir été mordu. Voyez-vous, Watson, la violence appelle la violence. Celui qui tente un piège tombera dans le piège. C'est une règle immuable. L'idée d'un serpent m'a traversé l'esprit quand j'ai vu que le docteur Roylott aimait s'entourer d'animaux originaires des Indes. Une sorte de poison. Rapide et meurtrier. Et qu'on ne pouvait découvrir car il ne laisse aucune trace. Il pouvait mordre ou ne pas mordre la personne qui était dans le lit. Pendant une semaine, il pouvait ne rien se passer, mais tôt ou tard, le serpent devait trouver sa victime. Oh, ma pauvre Julia. Le docteur avait dû entraîner le serpent et il devait le faire revenir grâce au lait et au sifflement. Le sifflement que votre sœur et vous avez entendu. Et en examinant le fauteuil dans la chambre du docteur Roylott, j'ai découvert qu'il avait l'habitude de monter dessus pour atteindre la ventilation. La nuit dernière, quand j'ai attaqué le serpent, je l'ai obligé à retourner d'où il venait. Mais j'ai aussi réveillé son instinct de tueur et il a attaqué la première personne qu'il a vue. Le docteur Grimsby Roylott. Conclusion, Holmes, vous êtes indirectement responsable de sa mort. Je dois dire en toute franchise que ce poids ne pèsera pas lourd sur ma conscience.